Certains disparaissent sans laisser de traces. Et parfois, ce qui inquiète le plus, ce n'est pas l'absence elle-même, mais les motifs invisibles qui apparaissent lorsque l'on regarde de plus près. Je vais vous raconter une disparition qui, au départ, semblait presque ordinaire. Le genre d'histoire que l'on imagine impossible dans une rue éclairée, à quelques centaines de mètres de chez soi. Et pourtant, c'est précisément ce qui la rend profondément inquiétante. Julien avait 34 ans, il était comptable dans une entreprise locale, menait une vie stable et discrète, sans histoire particulière, sans dette, sans conflit connu, et rien. Absolument rien dans son quotidien ne laissait présager qu'un soir d'octobre, il pourrait simplement s'effacer du monde. Le 17 octobre, à 19h12 exactement, les caméras de surveillance de son immeuble le montrent quittant son appartement. Il porte une veste sombre adaptée au début de l'automne, ses clés à la main, son téléphone dans l'autre, et son attitude ne révèle ni stress ni agitation particulière, simplement le geste banal d'un homme qui descend acheter du pain. Il envoie un message à sa compagne, restez à l'appartement, je descends à la boulangerie, je reviens. La boulangerie se trouve à environ 300 mètres, soit 4 minutes de marche à peine, un trajet qu'il effectue régulièrement et qui ne présente aucun danger particulier. Il n'y arrivera jamais. Au début, l'absence ne provoque pas d'inquiétude immédiate. 10 minutes passent, puis 20, puis une demi-heure, et sa compagne imagine qu'il a croisé un voisin ou un ami, qu'il s'est arrêté discuter. Lorsqu'elle tente de l'appeler, le téléphone sonne dans le vide avant de basculer sur la messagerie, ce qui ne semble pas encore alarmant, mais l'heure avance et une inquiétude diffuse commence à s'installer. À 21h, elle descend elle-même dans la rue, interroge la boulangerie qui confirme ne pas l'avoir vue ce soir-là. Et c'est à ce moment précis que la banalité de la situation commence à se fissurer, laissant place à une sensation plus froide, plus irrationnelle. La police est prévenue dans la nuit. Les premières heures de l'enquête sont méthodiques, rationnelles, presque rassurantes dans leur organisation. Les caméras municipales sont analysées, et l'on voit Julien marcher tranquillement, traverser la rue principale, passer devant un café déjà fermé, puis tourner à 19h16 à l'angle d'une petite rue secondaire qui mène directement à la boulangerie. Cette rue ne possède aucune caméra. À partir de ce moment-là, il n'existe plus aucune image de lui. Les enquêteurs vérifient les transactions bancaires, les données de son téléphone, les bornes de paiement, les témoins éventuels, mais rien ne vient confirmer qu'il ait poursuivi son trajet. Son téléphone cesse toute activité quelques minutes plus tard, sans signal particulier, sans appel sortant, sans message. Comme si, en l'espace de quelques mètres, il avait quitté la réalité observable. Les jours passent et les affiches apparaissent sur les murs du quartier, son visage imprimé en grand format, accompagné d'un numéro à contacter en cas d'information. Les habitants affirment ne rien avoir vu d'inhabituel, et la petite rue secondaire, pourtant ordinaire en apparence, devient le centre d'un mystère que personne ne parvient à éclaircir. Les chiens pisteurs sont mobilisés et suivent son odeur jusqu'au milieu exact de cette rue, puis la trace s'interrompt brutalement, comme si Julien était monté dans un véhicule. Cette hypothèse semble plausible, mais aucune caméra des rues adjacentes ne montre un arrêt suspect ou une accélération inhabituelle à cet instant précis. L'enquête commence à s'enliser lorsque, quelques semaines plus tard, un habitant du quartier signale qu'il se souvient d'avoir vu une camionnette blanche stationner brièvement dans la petite rue ce soir-là. Moteur allumé, vitres teintées, sans logo visible. Il n'a pas noté la plaque, ne se rappelle pas précisément l'heure, mais évoque un malaise diffus, la sensation que ce véhicule n'avait rien à faire là. Les enquêteurs tentent de recouper les données, examinent les caméras plus éloignées, recherchent des modèles similaires enregistrés dans la ville, mais la piste reste fragile, presque insaisissable. 3 mois après la disparition, un événement inattendu relance brièvement l'enquête. Le téléphone de Julien se reconnecte au réseau pendant 18 secondes dans une zone forestière située à 120 km de la ville. Le signal est trop court pour permettre une localisation précise, mais suffisamment clair pour confirmer que l'appareil n'a pas été détruit immédiatement. Les recherches se déplacent vers cette forêt vaste et dense, des équipes quadrillent les sentiers, des drones survolent les clairières, des bénévoles participent aux battues, et pourtant, rien ne vient confirmer la présence de Julien. Les mois deviennent une année, puis presque 2, et l'affaire glisse lentement vers le statut de dossier non résolu. C'est alors qu'un élément troublant apparaît, presque par hasard. Un détenu incarcéré pour une affaire de vol aggravé demande à parler aux enquêteurs, affirmant avoir entendu des conversations inquiétantes au sujet de disparitions organisées dans la région. Selon lui, un petit groupe ciblerait des individus au hasard, des personnes ordinaires choisies pour leur absence de profil à risque, ce qui rendrait leur disparition plus difficile à expliquer et à relier. Les enquêteurs, d'abord sceptiques, vérifient ces déclarations, et c'est à ce moment qu'ils réalisent qu'au cours des 2 dernières années, 4 autres disparitions présentent des similitudes troublantes. Dans chacun des cas, les victimes ont disparu en marchant seules dans des rues secondaires peu couvertes par des caméras, toujours en début de soirée, toujours à quelques minutes seulement de leur domicile,
Et dans 3 dossiers sur 4, des témoins évoquent la présence d'un véhicule utilitaire blanc aperçu brièvement dans la zone. Les victimes n'avaient aucun lien entre elles, aucun profil commun évident, et aucune revendication n'a jamais été formulée. L'existence de ces 4 autres disparitions change la nature de l'affaire, car elle suggère un schéma, une organisation possible, une méthode qui consiste à exploiter les angles morts urbains, ces zones invisibles entre 2 caméras où il suffit de quelques secondes pour que quelqu'un disparaisse sans témoin direct. 3 ans après la disparition de Julien, une relecture approfondie d'archives vidéo d'autoroute permet d'identifier une camionnette blanche quittant la ville peu après 19h20 ce soir-là. À travers le pare-brise, flou mais discernable, une silhouette semble se tenir à l'arrière du véhicule. L'image est insuffisante pour une identification formelle, mais la chronologie correspond presque parfaitement à l'hypothèse d'un enlèvement rapide et organisé. À ce jour, Julien n'a jamais été retrouvé, et les 4 autres disparitions restent elles aussi non résolues, classées mais jamais oubliées par ceux qui continuent à chercher un sens à ces absences. Ce qui rend cette histoire particulièrement inquiétante, ce n'est pas seulement l'idée d'un homme enlevé dans une rue tranquille, mais la possibilité que cela ait pu se produire 5 fois, sans témoin fiable, sans preuve irréfutable, sans revendication, comme si quelqu'un exploitait méthodiquement les failles invisibles de nos villes modernes. Parce que si un homme peut disparaître en 4 minutes, à quelques centaines de mètres de chez lui, alors la frontière entre sécurité et vulnérabilité est bien plus fine que nous ne voulons l'admettre.